nous quittons Moscou le 8 juin au matin, le compteur de nos véhicules affiche déjà 3500 km. Cela fait 10 jours que nous avons entamé cette longue route de 15 000 km qui doit conduire notre équipage jusqu'à Vladivostok, à l'autre bout du continent eurasien, au bord du Pacifique. Mais tout a commencé au bord de l'Atlantique, le 29 mai. Ce jour-là, nos 2 vaisseaux transcontinentaux étaient fièrement rangés sur le port de commerce de Brest, devant la Jeanne d'Arc, qui revenait de son ultime campagne. Et un moment d'émotion lorsque, après une réception à la mairie de Brest et un déjeuner en compagnie du maire de la ville, François Cuyandre, Michel Salin, président du groupe Salin, nous a ouvert la route vers l'Est, nous confiant la réalisation d'un rêve qui lui tenait à cœur depuis des années et qui avait nécessité des mois de préparation. L'anecdote retiendra que ce même jour, nous avions franchi notre première frontière, celle que le Couesnon marque entre la Bretagne et la France, du côté du Mont-Saint-Michel. Première nuit en terre étrangère et amicale, bien sûr. Le lendemain, en Belgique, nous avions une petite visite à faire à Binche, au siège de BT Tour, une filiale du groupe Salin. Joseph Sikoria, le directeur d'exploitation, nous accueillit chaleureusement et tint à nous présenter celle avec qui il partage tous ses étés, une superbe Harley-Davidson sortie tout droit de la route 66. 2 magnifiques routards qui se seraient bien laissés tenter par notre aventure. Puis ce fut Bruxelles. Après une journée de voiture, ce fut un vrai plaisir de déambuler à pied dans les ruelles du centre-ville, brillantes et animées, qui s'entortillent autour d'une grande place à l'architecture élégante et chaleureuse. Car Bruxelles n'a pas perdu son âme, malgré tous les dommages architecturaux qu'elle subit depuis qu'elle a été élevée au rang de capitale administrative de l'Europe. Et les moules frites de la rue des Bouchers, où l'on se faufile entre des terrasses qui se moquent de la fraîcheur du soir et des courants d'air, nous ont semblé de nature à ramener la paix dans ce pays dont des divisions ethniques assombrissent l'avenir. Après une petite incursion en terre hollandaise, nous avons traversé l'Allemagne sur une autoroute dont les bornes ont pour nom les grandes villes du Nord, Cologne, Dortmund, Dresde. Un ciel chargé comme une cheminée d'usine noie dans la grisaille des paysages qui ont su rester beaux dans cet univers industrieux. Le poumon économique de l'Europe occidentale, au bord de la congestion, avec ses embouteillages gigantesques et sa circulation étouffante, aurait bien besoin d'un rayon de soleil. Berlin aussi était un peu triste en ce petit matin du 1er juin. Pluie glaciale, ciel gris, rue balayée par un vent sibérien, un vrai temps de guerre froide. Avant de quitter la capitale allemande, nous décidons de nous rendre sur 2 sites emblématiques de cette ville. Tout d'abord la porte de Brandebourg et son arc de triomphe, symbole de la puissance allemande et dont l'imposante architecture servit trop longtemps de décor aux démonstrations orgueilleuses du régime nazi. Une époque qui se rappelle à nous aussi à Checkpoint Charlie, le plus célèbre des passages contrôlés entre l'Est et l'Ouest. Il semblait bien dérisoire le Charlie. Pourtant, cette petite guérite calfeutrée, derrière un muret de sacs de sable, fut pendant des années le bastion avancé du monde occidental, la porte interdite à ceux qui rêvaient des lumières de l'autre ville. Mais peut-être que le vrai changement de ces dernières années, la concrétisation de cette Europe grandissante, c'est à la frontière germano-polonaise que nous les avons vécues. Cette frontière, hier glaçant rideau de fer, nous l'avons franchie sans un coup de frein, sans un contrôle. Quelques kilomètres après, les embouteillages ont commencé. Les Polonais sont en train de percer dans une forêt de sapins, une autoroute qui s'annonce magnifique. Pour l'heure, les bulldozers ne laissent qu'une étroite voie de circulation sur laquelle se traînent d'interminables colonnes de camions et de voitures. Pour rattraper l'histoire, la Pologne est devenue un vaste chantier. Nous faisons une petite halte à Poznań, où le fils de Jean enseigne le français et dont les vieux quartiers ne manquent pas de charme.
Enfin, nous arrivons à Varsovie. L'étape a été longue et la nuit est déjà tombée. Il est trop tard pour flâner dans la capitale polonaise. Dommage, mais demain c'est cap au nord. La route vers la Lituanie nous ferait traverser la campagne polonaise. Sous le soleil et au grand air, enfin. D'opulentes prairies à vous donner envie de devenir vache, des lacs qui prennent des bains de pieds dans des herbes hautes, et, dans ce décor monochrome, des petites taches de couleur, des moments de vie, des tracteurs verts ou bleus, d'un autre temps mais encore assez costauds, pour buter quelques rangs de pommes de terre dérobées au pâturage. Et puis tout un monde agricole que l'on ne connaît plus ou presque. Un vieux paysan immobile dont la casquette coiffe un visage qui a oublié le rasoir. On s'est senti bien dans cette Pologne si paisible. En Lituanie, nous avons carrément snobé Vilnius et choisi de faire un petit détour par le village de Šiauliai, célèbre pour sa colline des Croix. Le site est aujourd'hui très touristique, mais il garde pour les Lituaniens, qui en ont fait le plus important lieu de pèlerinage du pays, toute sa puissance symbolique et religieuse. Les paysages vallonnés hier sont aujourd'hui plats comme la Beauce. Les fermes aussi n'ont plus le même visage. Le bois s'impose et l'architecture annonce déjà la Russie toute proche. Après 2 capitales ratées, il n'était pas question de faire l'impasse sur Riga, et nous avons profité de cette étape courte pour découvrir le Petit Paris du Nord, comme elle se fait parfois appeler. Sous la conduite d'Erix, un guide professionnel qui s'est aimablement mis à notre service, nous arpentons les rues de la vieille ville. Dans des recoins, à l'ombre de la cathédrale Saint-Pierre, se nichent des immeubles du XVIe siècle, témoins d'un riche passé commerçant. Un miracle, car la ville a été sévèrement bombardée durant la Seconde Guerre mondiale. Sur la place d'Homme, les terrasses des cafés ne désemplissent pas. Les squares bruissent d'enfants turbulents comme des moineaux au printemps. Dans Riga la dilettante, touristes et riganais déambulent dans les rues sans empressement excessif, savourant le soleil et la liberté. Le 4 juin, nous atteignons la frontière russe. Il nous faudra 6 heures d'attente, de formalités, d'explications obscures et de tractations inavouables pour la franchir. Mais nous y sommes enfin, en Russie, à l'extrémité de ce pays dont nous allons mesurer une immensité qui dépasse encore notre imagination. Quelques kilomètres plus loin, nous nous arrêtons dans la petite ville de Pskov, où nous avons retrouvé Sergueï, notre 4e équipier, qui nous attendait là depuis 15 heures. Il avait eu le temps de repérer un restaurant qui servait une truite délicieuse. Il n'en fallait pas moins pour oublier une douanière pointilleuse et droite dans ses bottes. Saint-Pétersbourg fera le reste. Saint-Pétersbourg la magnifique, sortie d'un marais nauséabond, par la seule volonté d'un tsar, Pierre le Grand, qui rêvait déjà d'une grande Russie, ouverte à la fois sur l'Atlantique et le Pacifique. Comment découvrir une ville dont chaque rue est un musée en si peu de temps ? On décida qu'après avoir fait tant de voitures, on allait se détendre en bateau, en embarquant sur l'une de ces vedettes qui sillonnent les canaux de la Venise du Nord. C'était une excellente idée. Cette promenade offre une vision, certes un peu rapide, mais différente de celle que l'on peut avoir en arpentant les longues avenues de l'ancienne capitale, tracées au cordeau. Au lieu d'être sur les ponts, on passe en dessous, à les toucher de la main. Le tirant d'air est si faible qu'il faut parfois se coucher si l'on ne veut pas y perdre la tête. Un peu plus de 700 km séparent Saint-Pétersbourg de Moscou. Mais l'ancienne et la nouvelle capitale sont reliées par une route, disons, dépassée par les événements. La plupart du temps, elle offre 3 voies,
avec des zones de dépassement alternées, et parfois même 2 voies avec nid de poule. Un simple feu rouge suffit alors à provoquer d'interminables embouteillages dans lesquels s'entassent voitures et camions. À une centaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg, Novgorod porte beau et s'est rappelé que son histoire commence au IXe siècle et qu'elle fut une des plus grandes capitales européennes. Son impressionnant Kremlin, avec son église Sainte-Sophie, en témoigne. Sur la face est, il appuie ses remparts sur les berges du fleuve Volkhov, laissant juste un peu de place pour une plage de sable doré. Les jeunes jouent au volley-ball, les femmes font de la bronzette en bikini. La lumière est limpide, le soleil caressant et l'air vif. Les chemins de traverse constituent la meilleure solution pour échapper à cette circulation infernale. Ils vous mènent tranquillement vers des paradis délaissés par la nouvelle route et vous permettent de découvrir de vrais trésors oubliés. Ainsi, à Gozodnia, nous avons fait une halte au pied d'une église de toute beauté. En faisant le tour, on parvient à un panorama unique sur la Volga, le fleuve par excellence, la grande artère de l'ancienne Russie. Quelques derniers embouteillages, quelques slaloms dans une circulation débridée, porteront à 14 heures notre temps de route. Il est 23 heures lorsque nous plongeons dans les lumières un peu effrayantes de Moscou. Le lendemain, la capitale russe fait grise mine sous la pluie. Un temps maussade pour une escale plus technique que touristique, avec des obligations un peu ennuyeuses, formalités administratives, petits problèmes techniques de transmission Internet et de géolocalisation de nos voitures. Et une autre bien plus agréable, la rencontre avec nos amis d'InTourist, de précieux partenaires dans cette aventure qui les passionne. Le message d'amitié franco-russe que nous voulons porter jusqu'à Vladivostok leur va droit au cœur. Une route toute droite, mais vraiment toute droite, sépare Moscou de Nijni Novgorod. Cela laisse le loisir d'apprécier le paysage et de partager la vie du bord des routes, ou de s'intéresser aux véhicules que l'on croise ou que l'on double. En matière automobile, la production russe se fait rare aujourd'hui, submergée par les marques coréennes, japonaises ou européennes. Mais on déniche encore quelques Lada, de belles Volga, autrefois réservées aux apparatchiks. Ou encore l'extraordinaire fourgonnette UAZ, à la silhouette inimitable et au charme fou, avec sa caisse rondouillarde, généralement couleur kaki en raison de ses origines militaires, on l'a dit indestructible, et des modèles de plus de 30 ans, elle est née dans les années 50, circulent encore gaillardement à belle allure. Sur les petits étals au bord de la route, on vend les produits des villages avoisinants ou les cueillettes de la forêt. Natacha, souriante dame blonde, a monté un étal de chaque côté de la route. Pas facile à gérer. Il faut affronter une périlleuse traversée pour ne pas laisser à la voiture qui s'est arrêtée de l'autre côté le temps de repartir. Sur quelques étagères s'alignent dans l'harmonie d'un tableau de nature morte des bocaux de champignons, de confitures, des fruits en sirop, des fraises cueillies du jour. Enfin, il y a, toujours aussi nombreux, les policiers. À force de se faire casser les reins dans les nids de poules, on a envie de leur enlever des mains leurs radars et leurs bâtons et de les équiper de pelles et de pioches. À Nijni Novgorod, nous avons rendez-vous à la faculté de français pour y rencontrer une trentaine d'étudiants qui apprennent la langue de Molière. Nous sommes accueillis dans le bureau de la doyenne, Vasseneva et Katerina, puis direction la salle des cours, où nous attendent le professeur Svetlana Badiavana et ses élèves de première année pour une petite heure d'échange. Galina, par exemple, nous a dit un texte qui lui a permis de remporter le concours de phonétique. Alexei est l'un des 4 garçons perdus au milieu de toutes ces filles. Les garçons préfèrent faire des études de technologie, explique-t-il. Mais moi, j'ai voulu étudier la langue française, pour sa beauté, sa clarté et sa précision.
Nous sommes entrés dans la République autonome du Tatarstan, qui a su préserver une grande indépendance après l'éclatement de l'URSS. Ses richesses pétrolières et un grand dynamisme industriel assurent sa prospérité. Kazan, la capitale, est l'une des plus anciennes villes de Russie. En son centre s'élèvent des constructions à l'architecture soignée. Tout ici respire richesse et opulence. Dominant la ville, la grande mosquée défie le ciel de ses flèches graciles, au milieu d'un Kremlin dont les allées sont entretenues par une armée de jardiniers méticuleux. À une trentaine de kilomètres de Kazan, nous avons pris un petit chemin qui mène au village d'Achabatche. Avant les premières maisons, Farid nous raconte l'histoire de ce village de paysans où cohabitent paisiblement 140 Tatars musulmans et Russes orthodoxes. L'ancien kolkhoz a aujourd'hui disparu, mais les terres sont toujours là, reprises par un investisseur. Elles donnent du travail aux habitants qui ne veulent pas quitter leurs pauvres mais coquettes maisons de bois. Nous reprenons notre route. Elle traverse une campagne étonnamment douce et opulente. Les maisons sont multicolores, les champs soigneusement travaillés. En début d'après-midi, nous nous arrêtons déjeuner chez le plus heureux des cuistots. Seul homme du restaurant, il travaille avec 11 femmes. Elles semblent heureuses, et lui aussi. Et nous, on a très bien mangé. Nous quittons le Tatarstan pour la République d'Udmurtie. Bien que plus austère, elle ne manque pas de caractère non plus. Comme lorsqu'elle offre le spectacle de 2 vrais cow-boys faisant traverser une rivière à leur troupeau de vaches. John Ford ou Anthony Mann n'auraient pas boudé la scène. Et c'est l'arrivée à Issevsk, la capitale de la République et la cité des armuriers. C'est ici que vécut Mikhail Kalachnikov avant de devenir un célèbre ingénieur et d'inventer le célèbre AK-40, le fusil de toutes les révolutions. Comme on le dit pudiquement des villes qui n'offrent pas un visage avenant, Perm est une cité qui ne se livre pas facilement. L'ancienne Molotov, du nom du célèbre ministre des Affaires étrangères de Staline, est la porte de l'Oural. Elle a pour symbole un ours dont une grande statue trône avenue Lénine. Perdue au milieu de ce décor de banlieue, l'église de la Transfiguration du Saint-Sauveur semble oubliée, avec ses peintures défraîchies et ses toitures ternies par le temps. Les cafés sont rares et les jeunes préfèrent fêter le vendredi soir en buvant des bières sur l'esplanade qui domine le fleuve. Quai de la Douane à Brest, on en est encore à l'apéro, quand la sagesse nous conseille de nous coucher. Demain, le jour se lèvera tôt sur Perm. Aujourd'hui, pour rejoindre Ekaterinbourg, nous avons encore pris les chemins de traverse. Le premier n'était pourtant pas très engageant et n'avait jamais vu l'ombre d'un cantonnier. Il nous mena jusqu'à un petit hameau de 4 ou 5 maisons, Dubovoy, le village des chênes. Vassili nous y attendait. La quarantaine, le visage buriné, dur. Mais le sourire avenant et la poignée de main accueillante. Il tronçonnait du bois pour sa voisine, une solide femme, silencieuse, qui triait avec soin les derniers copeaux d'écorce perdus dans la sûre du tronçonnage, comme si elle trouvait là la survie de l'hiver prochain. Vassili, lui, était bavard. Quand il ne fait pas le bûcheron, il est chauffeur routier à Perm. Mais c'est son village. La vie ici ? Vassili ne mâche pas ses mots. Une vie de merde. Dans la maison en face, ils ont coupé le courant à une vieille femme parce qu'elle n'avait pas payé depuis 3 mois. Maintenant, on lui demande 5000 roubles pour le rétablir, alors qu'elle touche une pension de 5100 roubles par mois. Elle a travaillé 30 ans au service de l'État. Il pourrait faire attention, non ? Le second chemin est aussi rude, mais au bout, il y a un petit village, Sadovo-Yagodnoï, le jardin des baies, qui compte 300 habitants. Une épicerie poste y fait fonction de place de village.
L'épicerie est ouverte et ne désemplit pas. C'est un bric-à-brac fait de tout et de rien, mais chacun semble s'en satisfaire. On y fait la queue en attendant que la patronne vous ait fait votre compte sur son boulier magique. En revanche, la poste est fermée. Un écriteau précise que pour le versement des pensions, il faudra attendre mardi. Quelques kilomètres avant Ekaterinbourg, nous vivons un moment solennel, le passage de l'Europe à l'Asie, marqué par un monument anodin qui trace la frontière entre ce qu'il est convenu d'appeler deux continents. Il surplombe la route et sur la plateforme qui l'entoure, la tradition veut que les mariés de la région et leur cortège viennent y faire étape à la recherche d'un symbole d'union. Ekaterinbourg marque notre première vraie pause dans ce voyage. Pour l'équipe, c'est l'occasion d'effacer les effets d'un décalage horaire un peu brutal et d'une fatigue accumulée au fil des kilomètres. Rien de tel qu'une ville russe pour se dégourdir les jambes. L'espace n'y est jamais compté. Les rues d'Ekaterinbourg sont larges et longues, propres et soignées, pleines de vie. Décomplexé, l'urbanisme mélange allègrement gratte-ciel moderne et maisons de bois traditionnelles. Un vent soutenu, généré par la rivière Isette, lui donne de l'air et en rend son climat agréable en ce printemps. Il transporte, comme une bourrasque le fait des flocons de neige, le pollen des peupliers, venus des forêts voisines, au point d'en tapisser le sol. C'est la neige d'été, comme on l'appelle ici. La première destination est évidemment l'église du sang versé. Elle a été construite sur l'emplacement de la villa Ipatiev, où furent exécutés le 18 juillet 1918 le tsar Nicolas II et toute sa famille. Les étudiants que nous rencontrons en fin de journée, dans un café inondé de pâtisseries, vivent, eux, les yeux tournés vers l'avenir. Ils s'appellent Vassili, Ivan, Anna, Evgeny ou encore Margot et Macha. Ils sont étudiants en relations internationales et se préparent à de belles carrières. Ils connaissent et aiment la France pour y avoir séjourné. Mais ils nous envient de partir pour Vladivostok. La Sibérie reste pour eux une terre inconnue, mythique. Nous ne connaissons pas notre pays, il est tellement grand, regrette Evgeny. Nous terminons avec eux ce beau dimanche de printemps par une promenade sur la Plotinka, la vaste esplanade qui borde l'Isette, où aiment à se rassembler les habitants de la ville. À quelques kilomètres d'Ekaterinbourg, en direction de Tioumen, Nina Stefaneva cultive son jardin, au milieu de dizaines d'autres petits lopins de terre, sagement alignés et délimités avec précision. Ces 4 arts lui ont été attribués, ainsi qu'à tous les ouvriers des usines voisines, en 1957, par décision de Khrouchtchev. En 1985, elle a eu le droit de les acheter. À 74 ans, Nina est une belle femme. Ses traits fins, son regard bleu, sa coquetterie laisse deviner qu'elle a dû faire chavirer des cœurs au temps de sa jeunesse. Elle vit dans cette cabane 6 mois de l'année, durant toute la belle saison. Sa porte s'ouvre sur une terre noire, régulièrement enrichie de compost et d'engrais naturels. Les fleurs y côtoient les légumes et quelques arbres fruitiers, des fraisiers, des framboisiers et une sorte de myrtille dont elle nous fait goûter les baies. Avec sa production, elle nourrit 3 familles. Je ne vends jamais, je donne. Ça aide, car la vie devient de plus en plus chère. La route vers Tioumen se poursuit tranquillement, avec une escale roborative dans un petit bistrot. Au menu, des raviolis à la russe, fabriqués sous nos yeux dans la cuisine, par 3 femmes tout à leur ouvrage. On ne plaisante pas avec les raviolis. N'en déplaise aux Italiens, c'est l'un des plats traditionnels du pays. À Tioumen, nous pouvons dire que nous sommes enfin en Sibérie. La ville revendique le titre de ville-mère de la Sibérie. Elle nous accueille sous l'orage. Sur la grande place centrale, on vous invite à glisser vos pieds dans une paire de pantoufles en bronze.
L'inscription qui l'accompagne promet que vous vous sentirez ici comme chez vous. Ça tombe bien, parce qu'on va y passer un bout de temps en Sibérie. La route entre Tioumen et Omsk traverse un plat pays fait de marécages, de lacs cachés dans les forêts et de champs où poussent le blé et le seigle entre deux inondations. Au-delà, rien, pas une route. L'horizon se ferme sur des lignes de bouleaux dont des milliers sont morts, usés par l'eau des marécages. Nous rencontrons Andréo, chef de chantier sur un pont en cours de reconstruction. Ici, raconte-t-il, la vie c'est le long de la route. Tu ne peux pas t'en écarter. Avant, on travaillait dans un gros élevage de porcs, l'un des plus importants de Russie. Mais il a fermé, plus de boulot. Alors tout le monde est venu sur la route. On savait très bien que les pépins mécaniques sont inévitables sur un tel périple, que c'est même inclus dans le forfait. Aujourd'hui, la voiture de Jean ne connaît plus ses vitesses. Avec des soins paternels et des mots encourageants, on lui a soulevé le capot, mais rien à faire. Il a donc fallu faire le reste de la route, jusqu'à Omsk, en pompant sur la pédale d'embrayage. La mort dans l'âme, nous avons abandonné pour une nuit nos deux véhicules dans un garage. Il fait un temps de bonheur aujourd'hui à Omsk, du soleil et un vent tiède et caressant. Après un déjeuner vif de discussion au sujet de nos ennuis mécaniques, nous décidons de descendre l'avenue Lénine en arrêtant quelques passants, au hasard, pour leur poser 3 questions. Qu'aimez-vous le plus dans la Russie? Que voudriez-vous voir changer dans votre pays? Quel est votre rêve pour l'avenir? Un micro-trottoir n'est pas un sondage IFOP, mais une idée s'impose à l'évidence. Le Russe aime son pays et en est fier, immensément fier. De bon matin, nous quittons Omsk pour Novosibirsk, 700 km. Mais un peu plus de 100 km après Omsk, il faut nous arrêter. La réparation de fortune effectuée par le garage n'a pas tenu. Nous remorquons la voiture jusqu'à une station-service et tentons de réparer sous l'œil goguenard des camionneurs. À 13h, la décision difficile est prise. Une voiture, avec Serge et Sergueï, va continuer seule vers Novosibirsk, où nous avons rendez-vous avec un journaliste de Dimanche Ouest France. L'autre, avec Jean et Anton, va essayer de regagner Omsk. Novosibirsk, 1,6 million d'habitants, 4e ville de Russie, la première de Sibérie. Une ville toute récente puisque la nouvelle Sibérie a été fondée en 1893 avec l'arrivée du transsibérien. Nous retrouvons Didier Aubin, le journaliste de Ouest France, qui nous accompagnera jusqu'à Irkoutsk. À 2 pas de l'hôtel, une locomotive datant de la Seconde Guerre mondiale rend hommage aux travailleurs de l'arrière-front, qui par leur courage ont contribué à la victoire pendant la dernière guerre mondiale. Mais le monument de la ville, c'est bien sûr la gare. Pas moyen de la louper, elle est immense et peinte dans un beau vert clair. Depuis la passerelle, nous observons le spectacle fascinant des convois. Dans ce pays où les routes sont soumises aux caprices des saisons, le train prend une importance capitale. Dans un autre genre,
le marché couvert est aussi une attraction de premier choix. On découvre un hall de plusieurs centaines de mètres carrés consacré uniquement à la viande. Les carcasses sont débitées à la hache par des colosses avant d'être détaillées par des légions de bouchères armés jusqu'aux dents. Plus loin, Sédic tient un étal d'épices et de fruits secs, composé comme une mosaïque d'art. Tout ou presque vient du Tadjikistan voisin, son pays d'origine. Impossible également de manquer l'autre morceau de bravoure de Novosibirsk, son opéra, le plus grand de Russie. Il se dresse derrière la statue de Lénine, indifférente à la marche du temps. On y joue en ce moment le lac des Cygnes et Carmen. Cap à l'est, direction Krasnoïarsk, 800 km à couvrir d'une seule traite. Vladimir a 42 ans et garde un troupeau de 100 vaches. La chaleur et les écarts de température rendent le travail pénible. Mais le salaire est bon, 30 000 roubles par mois, soit 750 €. La vie est devenue très difficile, nous répète-t-il. Il maudit la perestroïka de Gorbatchev et regrette l'ère Brejnev. Il travaillait à l'usine et vivait beaucoup mieux. À la station-service, nous croisons Yuri, qui voyage en voiture avec sa femme et sa fille de 8 ans, Christina. Chauffeur routier, il fait régulièrement la route Vladivostok-Yekaterinbourg. Entre 1000 et 1200 km par jour, soit 14 heures au volant, et il a l'air de trouver ça normal. Vassili et Sergueï, eux, sont du coin. Ils circulent à bord d'un sidecar marron, un Oural de 700 cm3 des années 80. La petite merveille vintage leur sert à trimballer des pommes de terre et des jerrycans d'essence. Dans les champs qui bordent la route, on a planté des rangées d'arbres pour protéger les cultures des vents dominants. Plus loin, au cœur de la forêt de bouleaux, nous rencontrons Sergueï. Il lui faudra 10 remorques comme celle-ci pour chauffer la maison tout l'hiver. Avant, il travaillait ici dans un kolkhoz de plus de 5000 vaches. Puis il y a eu la perestroïka, une catastrophe pour le kolkhoz. Tout s'est effondré, dit-il, en montrant les bâtiments en ruine et les machines rouillées qui nous entourent. Krasnoïarsk, la ville est construite au bord du Ienisseï, le fleuve qui trace une ligne bleue magique de 4000 km du sud au nord de la Sibérie. À 200 mètres de l'hôtel, Irina est assise auprès d'une petite citerne jaune marquée Gvas. Elle vend au verre ou à la bouteille cette boisson brune à base de pain noir fermenté, délicieuse et rafraîchissante. Nous stoppons devant le monument érigé en hommage aux bagnards de Sibérie. Depuis le XVIIe siècle et jusqu'à l'époque récente du Goulag, Krasnoïarsk a été une terre d'exil pour des millions de prisonniers déportés et proscrits du régime. Les stèles colossales en granit rouge représentent des prisonniers enchaînés marchant vers leur funeste destin. Krasnoïarsk est une ville agréable, réputée pour ses fontaines, que le maire a fait construire un peu partout. Nous déambulons dans la rue de la dictature du prolétariat jusqu'à une petite place où un soldat pacifique se repose, non loin de la statue de Dzerzhinsky, le tristement célèbre fondateur du KGB. Mais aujourd'hui, la grande cité est tout sourire. Les parcs sont pris d'assaut par les familles et les groupes d'écoliers. Dans la Mira Prospect, l'avenue de la Paix, des jeunes femmes habillées en princesses se dirigent en groupe vers la grande statue de Lénine. C'est la journée des fiancés, nous explique-t-elle. Cette fête, créée il y a 4 ans, est l'occasion pour les jeunes femmes mariées récemment de revêtir à nouveau leur robe de fiançailles. Elles ont toutes l'air heureux, comme au premier jour. En cette journée magnifique, toute la jeunesse de Krasnoïarsk s'est retrouvée sur les bords du fleuve. Les ados en scooters des mers s'amusent à faire des virages serrés tout près de la rive pour épater les filles qui bronzent sur la pelouse. Ici, l'hiver, le fleuve est gelé et il y fait -50 degrés.
Les rails longent la route, la croisent et la recroisent. Les trains glissent à petite vitesse entre les rideaux d'arbres. Les énormes locomotives tirent des wagons de marchandises ou des wagons-citernes à n'en plus finir. La Sibérie vit par le train. S'il s'arrête, la Sibérie s'arrête aussi. Le bitume s'arrête d'un coup sans prévenir et laisse la place à une piste de terre défoncée, truffée d'ornières monstrueuses. Le 4x4 traverse des nuages de poussière soulevés par les camions et les rares voitures. On roule à 40, parfois moins, de peur de tout casser. À propos de camions, il convient ici de dire 2 mots au sujet des vrais rois de la route, les camions Kamaz. La marque est l'une des rares à avoir survécu à la chute de l'Union soviétique. Civils ou militaires, ils sont d'une robustesse sans égale et ont souvent brillé en remportant une dizaine de fois l'épreuve du Paris-Dakar. Nous croisons Alexis et François, 2 Français qui ont choisi une monture plus légère pour faire Poitiers-Pékin. Partis le 1er mars, ils ont déjà parcouru 9000 km à raison de 7 à 8 heures par jour de vélo. Vous aurez du mal à trouver Touloun sur l'Atlas. C'est une ville perdue au fin fond de la Sibérie, quelque part entre Krasnoïarsk et Irkoutsk. Nous y passons la nuit après 680 km et 13 heures quasi ininterrompues de conduite. Il fait encore dans les 40 degrés quand nous arrivons à Touloun. Une chaleur sèche, toute continentale. La petite cité ne respire pas l'opulence. Devant chaque isba, des tas de madriers de sapins longs et fins attendent d'être débités et rentrés. Nikolai, lui, a déjà terminé cette tâche. Les morceaux de sapin sont soigneusement rangés dans le jardinet, tout près de la porte de la maison. Nikolai est cantonnier. L'hiver, il déneige les routes à la pelle. L'été, il étale du bitume sur les routes esquintées par le gel. Nous voici à Irkoutsk, la capitale de la Sibérie orientale. À 70 km du lac Baïkal, cette cité de 700 000 habitants ne manque pas de charme. Par 40 degrés, les habitants cherchent la fraîcheur dans les parcs ombragés et sur les rives de l'Angara, la belle et large rivière sortie tout droit du lac Baïkal, à 60 km d'ici. Nous arpentons quelques rues, histoire de humer l'atmosphère du petit Paris de Sibérie. La ville, forte d'une histoire de plus de 3 siècles, a conservé son apparence originale qui marie des bâtiments monumentaux, des constructions modernes et des quartiers de vieilles maisons de bois. Sous la conduite éclairée de Marina, guide francophone pour Salin Holidays, nous prenons la direction du musée des décembristes. Cette élégante demeure a été habitée par le prince Serge Volkonski, l'un des chefs de la rébellion des nobles contre Nicolas Ier. Il était opposé au servage et partisan d'un régime démocratique. C'était en décembre 1825, ce fut un échec, les principaux chefs furent pendus et 121 exilés en Sibérie. 9 épouses courageuses les suivirent, abandonnant titres et enfants. Nous mettons le cap plein sud vers le lac Baïkal. La belle route, tracée tout droit au milieu de la forêt, longe la rivière Angara. Nous faisons halte dans un petit chemin qui grimpe vers un lieu sacré où les esprits sont présents selon les chamans qui vivent autour du lac. Les gens attachent un ruban au tronc des arbres et aux branches et forment un vœu. Avant le lac, un autre arrêt s'impose au musée de plein air de l'architecture en bois. C'est une ville conservatoire, réalisée avec des maisons et des monuments traditionnels de la région. Ces constructions proviennent de villages engloutis sous les eaux d'un barrage. Encore un peu de route, au milieu de la forêt, et soudain l'Angara s'élargit et laisse venir à nos yeux éblouis le lac Baïkal. On comprend pourquoi les gens d'ici l'appellent la mer. Les chiffres sont éloquents. 636 km de long, 79 km en sa plus grande largeur, une profondeur qui atteint 1600 mètres. Le lac contient 23 millions de mètres cubes d'eau, soit 20% du total des réserves d'eau douce de la planète. Dans le village de Listvianka, sur les bords du lac, Baba Katia, 94 ans, nous ouvre sa maison. Volubile, pétillante, la mémoire intacte, elle nous raconte sa vie.
Son père possédait des bateaux de marchandises sur le lac. Les Rouges ont tout pris, raconte-t-elle. La guerre civile et les épidémies ont incité la famille à quitter Irkoutsk en 1920 et à s'installer ici. Dans le village, nous découvrons de sublimes maisons de bois. Le prix du terrain, près du lac Baïkal, a pris ces dernières années des proportions invraisemblables. Et seuls les riches habitants d'Irkoutsk peuvent se permettre de racheter ces vieilles maisons et de les rénover luxueusement. Tout cela nous a ouvert l'appétit. Nous allons choisir quelques houmouls fumés à l'un de ces nombreux étals installés près du port de la ville de Litsvianka. L'homoule est le poisson du Baïkal. Il ne vit qu'ici. Sa chair est d'une exquise finesse. Ici, au bord du lac, on le déguste avec les doigts. Un vrai bonheur. Le soir, à l'hôtel, nous retrouvons Jean et Anton, qui, une fois leur voiture réparée, grâce à une pièce que Jean est allé chercher à Paris, ont parcouru depuis Omsk 2700 km en moins de 3 jours pour nous rejoindre. L'équipe est à nouveau au complet. Le lendemain, nous célébrons ces retrouvailles. Nous achetons une bouteille de vodka du cru distillée avec l'eau du lac. Symboliquement, nous déversons quelques gouttes de ce breuvage précieux dans le plus grand réservoir d'eau de la planète. Un prêté pour un rendu. Le Baïkal existe, le Baïkal a une âme. Il a encore été notre compagnon durant toutes ces journées qui nous a menés d'Irkoutsk à Ulan-Ude, la capitale de la République autonome des Bouriates. 400 km d'une route agréable et sinueuse, dont le plus grand charme était de nous rapprocher de temps à autre du lac mythique. Pendant la première trentaine de kilomètres, la route traverse une grande forêt qui joue aux montagnes russes et on perd de vue le dieu Baïkal. Mais on sent sa présence, on sait qu'il est là, derrière. Et lorsqu'il apparaît enfin, on ne peut s'empêcher de sourire, comme à un ami qui s'est fait un peu attendre, mais dont on était sûr qu'il reviendrait. L'échoppe de Léna et Anya possède une vue imprenable sur le lac. Mais la beauté d'un paysage ne suffit pas au bonheur. Pour les deux jeunes femmes, la vie est dure. Le froid, le soleil, la pluie, les moustiques rendent encore plus difficile un travail qui l'est déjà. Mais c'est comme ça, il n'y a rien d'autre à faire ici. Pas de travail. Nous retrouverons le Baïkal en début d'après-midi à Babouchkine. Le rendez-vous est somptueux. Le lac affiche sa plus belle eau sous un rayon de soleil. Au loin, on distingue l'autre rive, coiffée de nuages qui s'amusent à reproduire les couleurs de cette mer qui ne dit pas son nom. Sa rive est longée par une voie de chemin de fer et la gare de Babouchkine déborde d'activité. Le transsibérien y fait halte juste devant nous. Lui aussi va à Vladivostok. Mais pour nous, maintenant, c'est l'heure de la séparation. Notre route nous éloigne définitivement du Baïkal pour grimper vers Ulan-Ude, à 160 km de là. Il y a soudain comme un petit coup de cafard. On se sentait bien près de lui. On lui a promis de revenir en hiver. Nous sommes entrés en Bouriatrie, une petite république autonome, 1 million d'habitants, qui tire son nom de celui d'un peuple de nomades, proche des Mongols, qui régnait sur ces terres avant l'arrivée des Cosaques russes. Les Bouriates sont bouddhistes. À Ulan-Ude, c'est la fête de la jeunesse sous le regard de Lénine, dont le visage sur la statue affiche un caractère asiatique sans équivoque. Grosse étape aujourd'hui, 650 km entre Ulan-Ude et Tchita. Notre première escapade hors de la M55, qui conduit à Vladivostok, nous a plongé dans l'histoire des Russes de cette terre lointaine. Car le village de Burnatchoa est plus russe que russe. Son passé remonte au XVIIIe siècle. Catherine II, aussi impérialiste que son père Pierre le Grand, avait envoyé des paysans de la Russie occidentale pour coloniser ces nouvelles terres à l'autre bout du continent, loin de tout. Ils étaient destinés à l'oubli. Mais dans les années 1930, les nouveaux maîtres de la Russie se souvinrent de Burnatchoa et y déplacèrent des milliers de petits propriétaires terriens de Russie occidentale, d'Ukraine et même de Pologne, pour venir donner leurs bras aux kolkhozes de cette région au climat rude, mais à la terre profonde et fertile. Aujourd'hui, ces kolkhozes n'existent plus. Mais à Burnatchoa,
une structure collective existe encore et laisse à ces paysans le droit de cultiver pour eux-mêmes quelques arts. Féodor en a demandé 150. Il est dans son champ, à sarcler les pommes de terre avec sa femme et son fils, venus lui donner un coup de main. Il peste contre la sécheresse, mais espère bien récolter en août de quoi nourrir toute sa famille. Au village, la petite épicerie est le lieu de toutes les rencontres. Petite collectivité perdue chez les Bouriates, ces rues sont gardées intactes des traditions depuis longtemps perdues dans les terres occidentales. Celles par exemple des isbas peintes avec soin, goût et originalité, des œuvres d'art. Une promenade dans la rue centrale de Burnachoa vaut toutes les visites du meilleur des écomusées de Russie. À Ulantuya, près d'un temple bouddhiste, coloré comme un char de carnaval, Alda, un jeune moine novice, nous explique que nous serons les bienvenus sur la colline voisine où se déroule une grande fête aujourd'hui. Il n'y a pas de chemin, pas même une piste, mais nous y arrivons. Même si rien ne la distingue d'une autre, cette colline est sacrée pour les Bouriates, qui ont conservé une pratique du bouddhisme originelle, largement inspirée par le chamanisme ancestral. Au sommet de Zargalanta, un nom qui signifie le bonheur, les Bouriates dressent depuis des années un faisceau de branches de bouleau, déposent à son pied des cadeaux toujours modestes et brûlent sur un foyer de pierre monté à côté des gâteaux, des bonbons, des pâtes de fruits. Bâti comme un lutteur, l'habit orange et rouge un peu fatigué, le rasoir oublié, le lama Aldar, la gloire en Bouriate, suivi comme son ombre par son disciple, officie en toute humilité au milieu de ses fidèles. On disperse aussi quelques gouttes de vodka autour de cet autel d'une simplicité cosmique. C'est la fête de nos esprits locaux par le chaman, explique Dougar, une jeune femme trop heureuse de parler un peu français, une langue qu'elle vient de commencer à apprendre à l'université d'Ulan-Ude. Et puis soudain, sans aucune raison apparente, les fidèles s'éparpillent comme une volée de moineaux, dans un désordre qui n'oublie personne, ni une grand-mère, ni un bébé. La Sibérie a aussi ceci d'étonnant, c'est que son immensité est faussement désertique. La vie y est partout présente, discrète, improbable mais bien réelle, même si la circulation devient de plus en plus clairsemée. On la rencontre par exemple sur des parkings routiers, où de petits autocars sortis d'un chemin qui ne figure sur aucune carte emmènent ailleurs des gens sortis de nulle part. Derrière les vitres, les enfants dorment et les adultes transpirent. Dehors, les chauffeurs, Yuri et Gennady, bavardent et fument leurs cigarettes. Dans quelques minutes, ils repartiront chacun dans leur sens. On ne peut s'empêcher d'imaginer ce que devient cette vie quand le soleil prend ses congés et que le mercure dégringole à moins 40, aussi facilement qu'il est grimpé aujourd'hui à plus 40. Les routes russes ont mauvaise réputation, souvent à juste titre. Pourtant ces dernières, entre Tcherniviesk et Svoborodino, nous ont réservé une bonne surprise. Elles nous ont offert un fin et lisse ruban de bitume tout frais posé. Nous laissons de bien pires souvenirs routiers derrière nous. Les quelques dizaines de kilomètres qui ont encore secoué nos 4x4 étaient facilement négociables et déjà occupés par d'incessants chantiers qui augurent des jours meilleurs pour ceux qui emprunteront cette route dans le futur. Les ouvriers des chantiers se hâtent de déverser les tonnes de gravier et de goudron dans des conditions difficiles. La chaleur est étouffante et les insectes infatigables. Nous sommes ce soir à Svoborodino, à la terrasse d'un café. Nous avons acheté une petite bouteille de vodka que nous partageons avec Ruslan. La trentaine rigolarde, il travaille dans un centre de contrôle automobile. Ses clients, toute la ville. Je ne suis pas prêt d'être en chômage. Il nous confie aussi qu'il en a marre de cette petite ville avec ses rues défoncées, ses pannes de courant et ses immeubles aux façades déglinguées où tout le monde sait tout sur tout le monde. Nous dormons dans l'un d'entre eux, il n'y a pas d'hôtel ici, mais certains appartements sont réservés aux visiteurs de passage. Plus on avance vers l'est, plus la circulation se fait rare, et la route libre.
plus de contrôle, plus de policiers. Les stations-service, les relais routiers n'accueillent que quelques camions et les chauffeurs qui remontent vers Irkoutsk, des voitures japonaises importées et achetées à Vladivostok. Pour les protéger des agressions d'une route qui reste difficile, tous les chromes sont couverts de papier adhésif et les vitres, y compris le pare-brise, gardent intactes les inscriptions indiquant les options qui ont pu séduire l'acheteur sur le marché de Vladivostok. L'humidité de la terre est insuffisante pour épargner cette végétation besogneuse des incendies, véritable calamité de la Sibérie estivale. Nous en longeons un que le vent pousse vers la route. Les pompiers sont à pied d'œuvre, mais semblent résignés devant ces flammes qui courent dans les herbes et grimpent aux arbres comme des fusées. Leurs armes sont dramatiquement dérisoires face à un tel ennemi. Les soldats du feu sont équipés d'un sac à dos, genre appareil à traiter de jardinier amateur, contenant une quinzaine de litres d'eau qu'ils dispersent sans conviction sur les flammes. Pour nous remettre de nos émotions, nous nous offrons une succulente petite brochette préparée avec un soin de forgeron par Gamlet, un Arménien. Il est venu ici faire son service militaire et n'est plus jamais reparti. Il a trouvé la sibérienne de sa vie et depuis 30 ans, il fait le cuistot. Encore 1900 km pour atteindre Vladivostok. L'étape d'aujourd'hui nous a réservé en ce domaine une bien mauvaise surprise. Plus d'une centaine de kilomètres d'une route infernale. Au milieu d'engins de chantier, il était parfois difficile de trouver son chemin, entre des trous énormes dans un terrain sablonneux et des plages de goudron très déformées, encore plus dangereuses car on y roule un peu plus vite. 2 bonnes heures de shaker pour un cocktail sibérien bien frappé. Détail cocasse, cette portion de route infâme est à 70 km d'une immense stèle qui célèbre la liaison routière enfin terminée de Moscou à Vladivostok. Vladimir Poutine était venu l'inaugurer en hélicoptère. L'arrivée à Birobidjan est donc savourée avec un plaisir particulier. D'autant que la capitale de cette petite région autonome, proche de la frontière chinoise, est une ville très agréable, avec des espaces et une croisette qui longe une jolie rivière, la Bira. Dans cette chaude soirée d'été, l'ambiance était festive et la population, très cosmopolite, d'humeur joyeuse. En 1991, Birobidjan acquiert le statut de région autonome. Mais les Juifs ne représentent plus que 5% de la population. Pourtant, de nombreux signes de ce passé étonnant et peu connu subsistent dans la ville, où la petite communauté maintient ses traditions culturelles et religieuses et continue à enseigner le yiddish, dans une harmonie retrouvée. Khabarovsk, construite sur la rive droite du fleuve Amour, sera notre avant-dernière étape. Aujourd'hui, elle est écrasée de chaleur et le ciel se remplit de nuages menaçants. La rue Mouraviov-Amourski, la terre principale de la ville, normalement pleine de monde, est presque déserte. Nous ne pouvons rien faire d'autre que nous rafraîchir à l'ombre d'une terrasse, en laissant notre regard égaré suivre les quelques promeneuses qui gardent, dans cette chaleur lénifiante, leur élégance altière, leur insolente grâce et leur pas rapide. La femme russe explique à elle seule toutes les ambitions conquérantes que ce pays a subies. Et puis vient le dernier jour, les derniers 700 km. La route est parfois bonne, parfois mauvaise, mais ça, nous en avons l'habitude. Nous dévorons avec gourmandise les bosses, le goudron disloqué et les ornières boueuses qui font tomber les moyennes, mais donnent aussi aux routes russes un caractère unique. Comme pour remettre les pendules à l'heure, c'est sous un temps brestois que nous parcourons ces ultimes kilomètres. Dernière rencontre, dernière découverte. Tatiana, souriante derrière sa buvette, nous fait découvrir le café en boîte. Encore une invention des Chinois. Pas très concluant. Olia et Tania jouent les filles de l'air pour notre dernière pause déjeuner. Volodia va reprendre le volant de son camion. Il a chargé du bois à Khabarovsk et va le livrer dans une ville chinoise proche de la frontière. Il reviendra avec des légumes et des vêtements. Un voyage de 1800 km
qu'il renouvelle à longueur d'année. Puis, presque sans nous en rendre compte, nous nous retrouvons dans une ville, une grande ville. Et là, un peu plus loin, en bas de la rue, c'est la mer, le Pacifique, Vladivostok. Combien de fois avons-nous prononcé ce nom? François Cuyande, qui avait donné place de la Liberté à Brest le 29 mai, le coup d'envoi à notre raid, a tenu à être présent 5 semaines plus tard à notre arrivée, accompagné par Olivier Poly, chef de la rédaction de Ouest France à Brest. À l'occasion d'une réception à l'hôtel de ville, les deux maires ont trouvé matière à échanger et de multiples raisons à rapprocher leurs deux villes. Les fêtes maritimes de Brest 2012 seront peut-être l'occasion de retrouvailles chaleureuses. Nous avons coupé le contact de nos deux massifs Iveco, avec une émotion évidemment différente des autres arrivées d'étape. Nous savons simplement que nous avons fait un beau et long voyage. 40 jours, 15 000 kilomètres. Mais les chiffres ne seront jamais le miroir d'un rêve. Un rêve que nous avons réalisé et vécu. Le rêve de Michel Salin d'abord, qui avait fait de ce raid un défi, un objectif d'excellence, le bel ouvrage d'un homme passionné par la Russie et par le voyage. Et puis le nôtre aussi. Les clés, en fait, nous les avons gardées. D'autres aventures attendent nos fringants véhicules. Il nous faut juste le temps de les rêver. Mais nous ne sommes pas inquiets. Nous travaillons dans une société dont la devise est « Nous vous offrons le monde ». Alors, seul le choix sera difficile.